pourquoi l'introduction de The Witcher 3 était géniale. C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, car après avoir lu les livres et avoir rejoué au jeu, j'ai trouvé l'introduction très pertinente. Et cela montre à quel point CD Projekt connaît l'œuvre de Sapkowski. Alors, on se débardit et on va tout spoiler. Toute introduction se doit d'établir le contexte. Et avec cette première cinématique, c'est le cas. On nous présente le contexte politique, c'est-à-dire la guerre, qui de base est la toile de fond des livres de Sapkowski. Et juste avec cette scène, on comprend qu'elle va avoir une place tout aussi importante dans le jeu vidéo. On nous présente les personnages principaux et leurs compétences. Déjà parce que la femme, qui est Yennefer, semble être une sorcière très puissante, puisqu'elle terrasse quand même la moitié d'une armée. On nous présente aussi Geralt, qui est accompagné de Vesemir, son mentor, et Geralt, il agit comme un véritable Sherlock Holmes. Il est aux aguets des moindres indices pour retrouver Yennefer, ce qui est renforcé par le montage alterné entre les scènes du passé et du présent. Et après, on voit notre GG national sombrer dans le sommeil et même rêver. On peut se dire que les rêves, c'est un peu la facilité dans une œuvre. Parce qu'en vrai, le rêve offre une forme de liberté aux scénaristes. Bah oui, ils peuvent y mettre ce qu'ils veulent dedans, y compris les 6 saisons de Lost. Mais pour être pertinent dans une œuvre, le rêve doit apporter quelque chose. Et là, celui de Geralt, c'est une passerelle parfaite entre le passé et le futur. Et en plus, commencer par un rêve dans The Witcher 3, c'est symbolique, puisque dans les livres de Sapkowski, Geralt fait souvent des songes liés à Ciri. Il rêve clairement de l'endroit où elle se trouve lorsqu'elle est accompagnée par les rats. Elle traverse à cheval un village balayé par la poussière. Elle n'est pas seule, d'autres sont avec elle. De même, c'est avec l'aide de la rêveuse Conduiramur Stili que Nimue enquête sur la fin de l'histoire de Ciri dans le tome La Dame du Lac. En fait, dans les romans, tout comme dans le jeu vidéo, les rêves servent d'indice sur le présent, le passé et le futur. Et on va voir ça de suite. Le rêve de Geralt est pétri de références au livre de Sapkowski. Et il établit très bien les relations entre les personnages. Il reprend au moment où Geralt vient de retrouver Ciri et où il l'emmène à Kaer Morhen pour lui faire suivre une formation de sorceleur. Déjà, le rêve montre d'emblée la relation ambivalente et passionnelle entre Geralt et Yennefer, qui a été forgée par le destin avec le fameux vœu de Geralt. Mais si vous connaissez l'univers, je vous apprends rien. L'esprit taquin et provocateur de Yennefer est montré juste avec cette scène. Et la réaction de Geralt Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. prouve qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. Leur relation rythmée dans les romans par des « je t'aime moi non plus », par leur manque de communication et en somme par cette peur de s'avouer leur amour profond est résumée juste avec cette scène. Geralt qui s'apprête à partir, qui attend un geste de tendresse de la part de Yennefer qui reste passive, et ça n'est que lorsqu'il s'en va que Yennefer le retient et l'embrasse. Voilà, du coup vous avez pas besoin de lire les livres car c'est ça pendant 7 tomes. Et on finit évidemment avec le regard lubrique de Geralt sur Yennefer. Bah oui, ça reste un homme, lol. Il l'aime et il la désire profondément, comme au premier jour. D'ailleurs, lorsqu'on interagit avec elle pour la première fois, Geralt lui spécifie bien que même s'il a eu d'autres conquêtes, il n'a jamais arrêté de penser à elle. Et c'est vrai, cela fait directement référence à sa relation avec Fringilla Vigo, qu'il commence parce qu'elle lui rappelle physiquement Yennefer. Parce que même lorsqu'il est avec Fringilla, il ne cesse de penser à Yen, et il l'appelle d'ailleurs comme telle pendant leurs ébats. Comme évoqué précédemment, le rêve de Geralt reprend au moment où il vient de retrouver Ciri et qu'il l'emmène dans le tome 3 à Kaer Morhen afin qu'elle suive une formation de sorceleuse. Ce qui explique les enseignements boring de tonton Vesemir et les entraînements sur le pendule, supervisés par les autres sorceleurs dans les romans. Et tout comme pour Yennefer, Geralt est lié par le destin à Ciri. Et pour l'anecdote, la première fois que j'ai joué à The Witcher, j'étais totalement néophyte et j'étais persuadée que Geralt était le père biologique de Ciri. Au fur et à mesure des scènes, on comprend que Geralt veut ce qu'il y a de meilleur pour sa fille. Et la meilleure chose qu'il puisse lui transmettre, aussi parce que c'est la seule chose qu'il connaît, c'est son savoir-faire en tant que sorceleur. C'est aussi pour ça que par la suite, dans les romans, il fait appel à Triss et à Yennefer afin de compléter son éducation. À sa manière, Geralt témoigne de son amour à Ciri et la protège, en lui inculquant que la vengeance n'est pas une solution. Tu n'apprends pas à tuer à cause de la peur ou de la haine, mais pour sauver des vies, la tienne et celle des autres. Mais là où c'est intéressant, c'est que le jeu nous permet de choisir la manière dont Geralt souhaite témoigner cet amour et nous confronte directement à des choix moraux. Quel type de père être pour Ciri? Et quand on sait l'impact que nos choix peuvent avoir sur le destin de Ciri, eh bien CD Projekt introduit doucement ce futur en jeu. Mais le parcours initiatique de Ciri ne se résume pas qu'à sa relation avec Geralt. À Kaer Morhen, elle est encadrée par tous les autres sorceleurs, à commencer par Vesemir, qui lui apprend tout l'aspect théorique du métier. Ciri est d'ailleurs souvent lassée de ses enseignements et n'attend qu'une chose, apprendre à se battre afin d'être capable de se protéger et de se venger. L'échange sur les ghouls... Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage.
fait référence à un passage dans Le Sang des Elfes où Ciri, bien que dissipée, connaît parfaitement sa leçon. Alors pour cet extrait, Ça, par exemple, il a compris la leçon. je sais pas trop où me placer. Est-ce que Lambert parle au mannequin parce que Ciri vient de le défoncer, ou est-ce que Lambert parle à Ciri parce qu'il la genre tout simplement au masculin? Si la bonne réponse c'est la deuxième option, eh bien ça paraîtrait cohérent que Lambert genre Ciri au masculin, parce que lui et les autres sorceleurs présents à Kaer Morhen, c'est-à-dire Eskel et Cohen, l'éduquent comme si c'était un sorceleur, sans forcément tenir compte de ses différences physiques et biologiques. Dans les livres, dans mes souvenirs, les sorceleurs ne la genrent pas par il. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il la traite vraiment comme un garçon. C'est ce qui choque Triss quand elle vient s'occuper de Ciri. Et elle demande d'ailleurs à la magicienne de la transformer en garçon, car elle voit ses menstruations comme une contrainte et son genre comme un obstacle lui empêchant de subir les mutations des sorceleurs, et donc d'être plus forte. Et Vesemir, il est à Geralt ce que Geralt est à Ciri. Le vieux sorceleur et le père adoptif de Geralt, son mentor, celui qui lui a tout appris. C'est une figure rassurante pour Geralt qui lui a témoigné à sa manière beaucoup d'amour. Dans le rêve, il joue le rôle de guide qui va faciliter l'immersion du joueur dans le gameplay et dans l'héritage du savoir. En prétextant le fait de revoir les bases pour l'éducation de Ciri, ce didacticiel ne paraît pas illogique ou forcé, d'autant plus qu'on peut le passer si on le souhaite, puisque Vesemir nous apprend l'art de manier l'épée comme il a pu le faire avec Ciri dans les romans. C'est d'ailleurs lors de cet entraînement que les traumatismes de Ciri sont mis en perspective. Si Ciri se bat contre un mannequin avec un couvre-chef nilfgaardien, c'est parce qu'elle a été véritablement traumatisée par Cahir, le soldat qui a tenté de l'enlever, ou de la sauver selon les points de vue. En se battant contre ses propres peurs, Ciri espère les vaincre et même s'en venger. Depuis la chute de Cintra, elle revit sous forme de flashback cette expérience traumatique et souhaite à tout prix tuer ce chevalier noir, non pas par haine, mais parce qu'il est devenu le visage même de sa peur. La peur aussi paralyse Ciri, une peur monstrueuse qui lui tord les entrailles et la rend sourde au gênement du cheval blessé, au hurlement du feu, aux cris des hommes que l'on massacre, au grondement des tambours. La seule chose qui existe, qui compte, qui importe, c'est la peur. La peur qui a pris la forme d'un chevalier noir en aume, orné de plumes, impassible devant le mur pourpre des flammes en furie. C'est aussi pour ça que Ciri s'accroche autant aux leçons des sorceleurs. Là où Triss voit en eux une méthode brutale, presque barbare, Ciri y voit une forme de libération. Elle ne cherche pas simplement à apprendre à se battre, elle veut devenir quelqu'un que plus rien ne peut briser, quelqu'un qui n'aura plus jamais peur. Et puis, à la toute fin du rêve, arrive la chasse sauvage. Autre peur, autre cauchemar, même s'il n'est pas explicitement verbalisé par Ciri. Nommée également la traque sauvage, elle n'apparaît que ponctuellement dans les romans, mais plane comme une menace diffuse sur l'ensemble du continent. Et elle est toujours associée à la même chose, la mort. Et Ciri, malheureusement, n'est pas seulement témoin de cette terreur, puisqu'elle en est la cible. Elle est faite prisonnière de la chasse sauvage dans le monde des An'el, à Tirnalia, dans l'espoir qu'elle enfante un héritier au sang ancien pour leur roi. Elle réussira à s'échapper, évidemment, mais cette fuite marquera le début d'une traque sans relâche. Eredin, leur chef, lancera ses cavaliers à ses trousses à travers l'espace et le temps. Résultat, Ciri est toujours en mouvement, toujours sur le point d'être rattrapée. Et c'est là que The Witcher 3 change la donne, car cette peur, jusque-là seulement portée par Ciri, devient aussi celle de Geralt. Il ne la subit pas directement, mais il en porte les conséquences. Et dans ce rêve, la chasse sauvage ne vient pas seulement hanter Ciri, elle vient troubler Geralt lui-même, et c'est là où le rêve devient une prophétie. Non. Dans les romans de Sapkowski, les prophéties ne sont pas de simples éléments folkloriques. Elles vont structurer l'intrigue et vont façonner le destin des personnages, en particulier celui de Ciri, qui en est à la fois l'objet et l'oracle. Elle prédit, entre autres, la mort d'Aplegat, mais ses visions dépassent souvent l'entendement de ceux qui l'entourent, et même son propre entendement. Dans ce contexte, l'apparition de la chasse sauvage dans le rêve de Geralt ne relève pas du hasard. Elle s'inscrit pleinement dans la logique prophétique de l'univers. Ce rêve, sous ses airs de simples souvenirs ou d'introduction, anticipe en réalité les événements majeurs du jeu, ce qui va venir brouiller la frontière entre le passé, le présent et le futur, comme évoqué précédemment. Et là où ce rêve prend tout son sens, c'est lorsqu'on commence à faire des liens entre ce que Geralt voit et ce qui se produira plus tard dans l'histoire. Dès les premières secondes, il craint de retrouver Ciri morte, ce qui fait écho à la scène bouleversante sur l'île des Brumes où il découvre son corps inerte, et qui me fait pleurer à chaque fois accessoirement. Et dans les deux cas, c'est ce moment de sidération, de perte, qui est suivi par l'arrivée de la chasse sauvage à Kaer Morhen. Le détail va plus
plus loin. Autour de Geralt, dans le rêve, Yennefer, Eskel, Vézémir et Ciri sont figés dans la glace, littéralement paralysés. C'est exactement l'état dans lequel vont se retrouver une partie des personnages lors de l'assaut de Kermoren. Yennefer en particulier reste figée pendant plusieurs heures, non pas dans la glace, mais pour user de ses dernières forces pour maintenir la barrière magique. Et ça n'est que lorsqu'elle tombe de fatigue que la chasse sauvage arrive à pénétrer dans la forteresse. Autre détail, Lambert, qui était présent dans les scènes précédentes du rêve, disparaît subitement de cette séquence finale. Ce retrait n'est pas anodin. Il peut être interprété comme une allusion à sa potentielle mort pendant la bataille, un sort qui, dans le jeu, peut être évité selon nos choix, notamment si Keramès est encore en vie. Le rêve agit donc aussi comme un avertissement, car nos décisions ont des conséquences. Et puis, il y a Vézémir, figé aux côtés de Ciri, qui l'entoure presque de ses bras. Et ce geste n'est pas juste là pour faire joli, puisqu'il annonce l'ultime sacrifice de Vézémir, qui donnera sa vie pour sauver celle de sa petite fille adoptive. Dans le rêve, Geralt est impuissant quand il assiste à cette scène, et ce sera le cas dans la réalité. Il ne pourra pas intervenir puisqu'il va être gelé par la chasse. Si on veut aller plus loin et faire un petit peu les philosophes, on peut dire que cette impuissance, elle résonne avec le thème du destin, qui est omniprésent dans les livres, mais aussi dans l'expérience du joueur, qui est contraint d'accepter ce qu'il ne peut pas changer. Même la présence des trois piliers de la chasse sauvage, c'est-à-dire Imlerith, Eredin et Carantyr, n'est pas anodine. Ils apparaissent comme une menace lointaine, mais chacun deviendra un boss du jeu, tous trois étant liés à une étape cruciale du parcours de Geralt et de Ciri. Et on peut dire qu'ils vont avoir ce qu'ils méritent. L'apparition du navire en arrière-plan anticipe même la bataille d'Unvik, qui arrive bien plus tard dans le jeu, là où la traque prendra fin. Et le plus dingue, c'est que la première fois qu'on joue au jeu, cette intro passe inaperçue. Il y a tant d'informations, tant de symboles, que c'est facile de tout rater, parce qu'on est absorbé par la découverte du gameplay ou de l'univers. Mais à la deuxième partie, puis à la troisième et à la 15e, tout s'éclaire. Chaque image, chaque geste, chaque absence prend une signification nouvelle. En somme, ce rêve n'est pas une simple séquence onirique ou un prétexte narratif. C'est une véritable prophétie déguisée, dont chaque détail résonne avec les événements à venir. Et c'est seulement avec le recul, une fois l'histoire vécue, que tout prend sens, comme un puzzle dont les pièces étaient déjà là, sous nos yeux, dès la première minute. Alors non, ce rêve n'est pas juste un rêve, c'est une miniature à part entière qui réussit à retranscrire l'essence des romans, tout en plaçant le joueur face aux enjeux narratifs et émotionnels du jeu. Et c'est ce qui rend The Witcher 3 aussi fort. Même les tutoriels ont de la profondeur. Mais au-delà de sa richesse symbolique ou de sa fidélité à l'univers littéraire, ce rêve d'introduction est aussi un coup de maître en termes de narrative design. Il introduit les mécaniques du jeu sans jamais les dissocier du récit. Chaque geste du joueur, chaque information transmise par les dialogues ou l'environnement participe à l'histoire. Rien n'est gratuit. Et c'est là toute la finesse de CD Projekt. Ne jamais séparer fond et forme, gameplay et narration, joueur et protagoniste. En une quinzaine de minutes, The Witcher 3 réussit à contextualiser l'univers avec la politique, la guerre, etc., introduire ses personnages centraux et leurs relations, évoquer les thématiques majeures du jeu liées à l'héritage, au destin, à l'amour, etc., etc., et amorcer les fils narratifs qui se déploieront pendant des dizaines et des dizaines d'heures. J'ai envie de vous dire que c'est une leçon de storytelling vidéoludique et même une masterclass en matière de transmission d'émotions et d'informations. Parce que cette intro, c'est une scène qui touche à l'intime et à l'avenir, tout en restant accessible aux néophytes comme aux fans absolus de Sapkowski. Et c'est peut-être ça finalement la magie de cette introduction. Elle réussit à parler à tout le monde, à ceux qui ont lu tous les livres et à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Ciri. Elle prend tout ce qu'on aime dans The Witcher, son monde dur, ses personnages ambivalents, ses liens tragiques, sa poésie noire, et elle en fait une promesse que le reste du jeu ne trahira jamais. Et ça me tarde de vous en parler dans une future vidéo. Alors en attendant la suite, n'hésite pas à t'abonner et je te remercie d'être arrivé jusque là.